travaillais dans un hôtel avant, j'étais temps plein. Quel facteur influence le plus le marché immobilier actuellement? Pour passer du premier au deuxième, de nos jours, ça prend un peu plus de temps que prévu. Il faut quand même des liquidités de côté, on ne sait jamais ce qui peut arriver, right? Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode aujourd'hui du podcast. Je reçois Joseph Malouf. Bonjour Joseph. Bonjour Adam, ça va bien? Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Donc Joseph est un investisseur et courtier immobilier. J'ai commencé par dire investisseur pour une raison bien précise. On va en parler. Si tu veux bien commencer par te présenter, nous dire un peu ce que tu fais au jour le jour. Parfait Adam. Premièrement, merci pour l'invitation, c'est vraiment apprécié. Ouais, tu as bien fait de dire investisseur en premier parce que avant d'être courtier, j'étais investisseur immobilier. Puis c'est un peu ça que je fais de tous les jours. Donc je suis investisseur en premier, j'aide aussi le monde à investir et à acheter leur propriété, donc maison, condo. Puis c'est ça, donc si je peux me présenter, ça résume pas mal qu'est-ce que je fais dans la vie. Donc tu nous as dit que tu avais commencé ta carrière en immobilier en étant investisseur immobilier. C'est un peu l'effet inverse de ce que les gens qui travaillent dans l'immobilier font. D'habitude, ils commencent à être courtiers, ils vendent des maisons, etc. Ensuite, par la force des choses, on va dire qu'ils deviennent investisseurs. Comment tu dirais, toi, que ce parcours atypique a façonné un peu ton parcours à toi en immobilier? Très bonne question en passant. En fait, moi, je pense que ça commence en tant qu'investisseur. Ensuite, le fait d'investir en immobilier, c'est sûr que ça nous donne aussi beaucoup d'expérience pour aider le monde qui vont nous accompagner. Donc, j'ai commencé en tant qu'investisseur en achetant un triplex avec des partenaires. Ensuite, on a fait l'acquisition de quelques autres immeubles. Puis, de fil en aiguille, j'ai vu qu'avec l'expérience que j'ai acquise sur le terrain en tant qu'investisseur, en tant que propriétaire d'immeubles, j'ai remarqué que je pouvais aider d'autres mondes à accomplir ces acquisitions-là. Donc, c'est ça. Donc, j'ai commencé en tant qu'investisseur, comme on l'a dit. Puis, c'est pas mal ça, là. Donc, j'ai vu un besoin aussi, que j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de courtiers immobiliers, qu'ils commençaient en tant qu'investisseurs et devenaient courtiers immobiliers. C'était plus le contraire, comme tu as dit. Donc, je voulais rentrer dans la game de l'immobilier avec ce bagage de plus pour aider le monde qui m'accompagne. Je ne l'ai pas dit au milieu, mais tu es aussi centré sur Montréal, Rive-Sud notamment. Oui. Tu es assez jeune. Comment tu es rentré dans ce milieu-là aussi jeune? Est-ce que tu as trouvé des partenaires facilement? On sait que c'est assez compliqué de rentrer dans le monde de l'investissement, surtout quand on est jeune dans la vingtaine, comme tu es. Ouais. C'est quoi les étapes par quoi tu es passé, tu dirais? OK, donc c'est ça. Donc, je me spécialise principalement Montréal, Rive-Nord, Laval. Aussi Rive-Sud, bien sûr, parce que c'est tout quand même proche. J'ai commencé, en fait, je travaillais dans un hôtel avant. J'étais temps plein. Je faisais un très bon salaire pour mon âge. Donc, de fil en aiguille, des partenaires et moi, on a mis une vraiment petite mise de fonds dans le temps, là, parce qu'on était 4 quand on a commencé. Donc, 4 investisseurs sur un triplex qui coûtait 335 000 avec 10% de mise de fonds. Okay. Donc, c'est sûr que notre mise de fonds initiale, la première qu'on a mis, était environ 8 000 $ chacun. C'est ça. Donc, avec cette mise de fonds de 8 000, ensuite, on a dû aussi économiser un peu d'argent à chaque semaine pour faire des rénovations, pour optimiser le bloc. Mais je te dirais que ça a commencé vraiment petit. Puis, c'est ça. Donc, on a acheté le premier, là, on a acheté un deuxième, troisième. Puis, tu sais, ça a pris de la valeur aussi. Comme quand on a commencé en 2018, notre premier achat est en 2018. Donc, on s'entend qu'en 2018 et maintenant, il y a eu une grande prise en valeur. Donc, ce qui coûtait 300 000 en 2018 pouvait bien valoir le double en 2021-2022. Donc, la prise en valeur nous a vraiment aidé à agrandir rapidement, je dirais. Ça nous a permis d'acquérir notre troisième, quatrième en particulier, avec un refinancement, par exemple. En fait, je t'avais trouvé sur les réseaux sociaux, tu fais beaucoup de vidéos où tu expliques ce que tu fais, les taux d'intérêt, le marché en ce moment, etc. Au niveau de la prospection, j'avais bien envie aussi qu'on discute un peu de ta prospection comme investisseur ou aussi courtier immobilier. Est-ce que tu as les mêmes méthodes de prospection ou c'est deux choses complètement différentes? Je te dirais, en tant qu'investisseur, j'ai souvent d'autres investisseurs qui m'approchent avec des deals, par exemple hors marché.
Mm. En tant qu'investisseur aussi, le monde savent que j'ai plusieurs immeubles, donc ils sont plus à l'aise à me présenter certaines opportunités aussi. Pardon. Puis en tant que courtier immobilier, j'ai beaucoup d'outils de prospection. Tu sais, c'est sûr que nous, on est quand même outillés pour aider nos clients à aller investir, à aller acquérir une propriété. Fait que c'est sûr que c'est un petit avantage d'être investisseur reconnu et aussi être courtier immobilier. Comme ça, dans les deux ensemble, on peut avoir le maximum d'opportunités devant nous. Puis c'est juste à nous de choisir lesquelles qu'on veut rentrer dedans, dans le fond. Disons, s'il y a un deal qui se présente pour toi et que ça ne fonctionne pas, est-ce que tu vas le proposer à un client éventuel? Ouais, c'est sûr. Tu sais, comme en tant qu'investisseur, tu peux pas en tout moment investir. Et comme exemple, tu vas acheter une propriété aujourd'hui, ben, tu vas avoir les mains liées pendant un certain temps. Ça peut être 3 mois, ça peut être 6 mois, ça peut être 5 ans. Ça dépend vraiment de ta capacité à toi. Mm. Donc, une fois que tu achètes un deal, disons le lendemain matin, quelqu'un m'appelle, puis il y a un autre deal à me proposer. Mais c'est sûr que les premières personnes à qui je vais les référer, ça va être mes investisseurs que je connais. Donc, le monde qui sont prêts à acheter ce genre d'immeuble-là. Mais c'est sûr que tout le monde qui est autour de moi, tout le monde qui fait affaire avec moi aura accès à toutes ces propriétés-là qui sont soit hors marché, soit sur le marché. Fait que c'est ça. Donc, si moi, je peux pas l'acquérir pour moi-même ou que ça fait pas de sens pour moi, ben j'ai toujours quelqu'un pour qui ça ferait plus de sens, ce deal-là. Donc, je vais aussi l'amener vers les personnes qui cherchent ce genre d'immeuble-là dans ce genre de coin. Donc, ça dépend vraiment de chacun. À ton niveau d'investissement en ce moment, je sais que tu as plusieurs propriétés. Dans quelle phase tu te situes au niveau du refinancement? Est-ce que tu es plus en période locative? Est-ce que tu te vois refinancer? Dans quelle situation tu es en ce début d'année 2024? Bonne question. Ben, en fait, nous, notre premier refinancement, c'était sur notre premier immeuble qu'on avait acheté en 2018. On a attendu 3 ans que le terme finisse et on a refinancé. On a pu acquérir un 5plex avec ce refinancement-là. Donc, on a pris 100% du refinancement de cet immeuble-là et on l'a déposé comme mise de fonds sur un 5plex. Moi, de mon côté, personnellement, récemment, j'ai aussi fait un deuxième refinancement sur la bâtisse que j'ai avec ma fiancée. Puis ça nous a permis de libérer beaucoup de sous. Ouais. Puis j'ai mon troisième refinancement sur un autre de mes immeubles qui va venir dans les premiers mois de 2024. Donc ça, c'est ma situation. Tu sais, c'est vraiment rendu, comme quand tu as plusieurs immeubles, ce qui est le fun, c'est que tu as beaucoup de flexibilité. Tu sais, comme tu vas en refinancer un. Pendant que tu en refinances un, toutes les autres sont en train de s'accumuler. Fait que un an après, par exemple, tu peux aller refinancer un autre. Fait que ça devient vraiment une game de OK, j'ai refinancé lui, je vais aller rénover celui-là, je vais aller augmenter les loyers de celui-ci. Fait que tu es tout le temps en mouvement. C'est pas comme ton premier achat, tu n'auras pas vraiment Cette cette flexibilité-là, exactement. Mais après quelques achats, puis c'est dur à voir au début, mais quand tu es vraiment là-dedans, après comme quelques immeubles, tu as tellement d'options devant toi, là, c'est incroyable. Et au moment où tu achètes ta propriété et au moment où tu la refinances, et je pense, tu me dis si je me trompe, mais il te faut quand même des liquidités de côté. On ne sait jamais ce qui peut arriver, right? Oui, bien sûr. Donc, ben, premièrement, pour pouvoir refinancer la propriété en tant que telle, tu dois respecter plusieurs choses. Tu dois pouvoir qualifier pour le refinancement. Tu dois avoir créé assez d'équité dans la bâtisse aussi. Donc ça, c'est de base. Ensuite, bien sûr que quand tu refinances, c'est pas... Tu sais, ta dette augmente. Fait que t'es pas allé vendre puis t'as pas cash out ton argent, on va dire, là. C'est vraiment... Tu es en train de augmenter ta dette pour réinvestir ces sommes-là dans d'autres investissements. Fait que tu es tout le temps en croissance avec des refinancements. Mais c'est le nerf de la guerre. C'est grâce au refinancement que le monde a fait des fortunes en immobilier. C'est grâce à l'effet levier, en fait. Là, je prends un montant. Si je peux en prendre 10 fois plus, puis je vais le prendre 10 fois plus. Mais la banque se limite à un certain montant. Mais moi, je conseillerais à tous les investisseurs, si la banque vous donne votre financement, allez chercher tout ce que vous pouvez. Ensuite, vous pouvez le remettre dans votre hypothèque si vous voulez par la suite. Mais c'est toujours mieux d'avoir accès à ces liquidités-là. Puis, vous pouvez aussi l'investir en bourse, par exemple. Vous pouvez l'investir dans n'importe quel autre type de véhicule d'investissement. C'est ça comme qui est intéressant. Dans tout ton travail, tu as dû faire énormément de... Avant de trouver un deal, je parle
de l'étape avant de trouver un deal, tu as dû faire beaucoup de visites, euh, des inspections. Est-ce que tu as une histoire à nous raconter, quelque chose vraiment d'inattendu qui t'est arrivé pendant une visite ou pendant une inspection? Il y a plein de choses qui se passent dans les inspections ou durant les visites. Tu sais, je te dirais que les propriétaires qui vendent leur immeuble, des fois, c'est des anciens propriétaires, que ça fait longtemps qu'ils l'ont. Donc, c'est Ouais. toujours le fun d'interagir avec le côté humain du monde aussi. Tu sais, oui, on parle d'investissement, oui, on parle de building, faire de l'argent, tout ça, mais à la fin de la journée, c'est toujours le fun de... Tu sais, c'est quand même une grosse transaction, acheter un immeuble. Donc, tu as toujours une genre de relation indirectement avec la personne avec qui tu vas acheter ou vendre de. Puis c'est toujours le fun d'avoir ces interactions-là. Tu sais, le jour du notaire, tout le monde est content. Autant le vendeur qui va faire un gros montant d'argent, autant l'acheteur qui vient de partir un nouveau projet dans sa vie. Fait que c'est toujours spécial. Comme chaque deal est unique, chaque deal est spécial. Puis c'est vraiment le fun de pouvoir vivre ces émotions-là. En ce moment, tu te vois euh, avec assez de travail, tu trouves, ou tu trouves que c'est vraiment une période plus lente? Tu attends vraiment qu'il y ait quelque chose, un changement, une baisse des taux d'intérêt, ou je sais pas, quelque chose voilà, qui relance le marché, qui rebooste le marché? Pas une question, man. Je te dirais que si tu parles avec n'importe quel courtier immobilier, il y en a qui vont le dire, il y en a qui vont pas le dire, mais c'est une période qui est en général plus au ralenti. L'avantage à être investisseur et courtier immobilier en même temps, c'est que quand, exemple, le courtage est un peu au ralenti parce que, comme tu as dit, les taux d'intérêt sont élevés, les acheteurs sont un peu plus méfiants, on va dire. Quand c'est cette situation-là au niveau du courtage, ben, tu peux en profiter pour mettre les bouchées doubles dans tes investissements à toi. Donc, tu peux aller plus souvent, tu peux entamer des projets de optimisation, rénovation, tu sais. Puis il y a plein de choses que tu peux faire. Tu peux aussi te focus sur la prospection hors marché. Donc, il y a plein de choses qu'on peut... Moi, je m'occupe tout le temps. Donc, si mes clients sont plus dans une optique au ralenti, ben, je vais m'occuper ailleurs. Puis s'ils ont besoin de ma présence, puis mon temps, puis mon expérience, ben, je suis là à 100% pour eux. Parce que moi, je suis full-time là-dedans. Tu sais, je suis autant courtier puis investisseur, mais je fais juste ça de ma vie. Donc, je n'ai pas d'autre travail, j'ai pas d'autres occupations en ce moment. Bon, c'est déjà deux gros jobs, je te dirais. Ouais, quand même. Comment tu manages ce temps-là entre les deux? J'imagine que tu dois aussi t'occuper de tout ce qui est gestion, service à la clientèle, on va 100%. dire, même si c'est pas des hôtels, mais ça reste quand même, tu dois avoir des demandes, que ce soit de locataires, ou tu as toujours peut-être des inspections à la ville. En même Oui. temps, tu dois travailler sur des deals avec probablement tes clients, C'est ça. faire des visites. Très intéressant ce que tu amènes parce que une fois qu'on fait le deal, une fois que mon client achète, exemple, un triplex, mais ça finit pas là. Tu sais, c'est le commencement. Comme l'achat, c'est le commencement. Parce qu'ensuite, s'il y a un des logements qui est libre, par exemple, ben, souvent, je m'engage, moi, à aller le louer. Puis le monde, tu sais, comme quand c'est leur premier achat, ils ont des millions de questions. Autant pendant, Très stressé. avant et après. Oui, c'est ça, ils sont très, très stressés. Puis c'est pas facile en ce moment. Tu sais, les paiements sont tellement élevés que ça donne des marges de profit extrêmement minimes, voire inexistantes parfois. Donc, c'est ça, c'est tout ce qui vient après aussi. Tu sais. C'est bien beau acheter un triplex, mais le client qui m'a fait confiance pour acheter un triplex, que je lui ai conseillé d'acheter ce triplex-là, il compte sur moi pour continuer à l'aider aussi, pour le louer, le conseiller sur le prix. S'il y a une situation avec un locataire qui ne sait pas comment deal avec, nous, on a l'expérience pour le faire aussi. Donc, c'est vraiment tout ce qui vient aussi après-vente. Donc, le service à la clientèle après-vente, c'est très important aussi dans notre métier à nous. Donc, tu fais aussi tout ce qui est après le deal. Tu proposes aussi des services de gestion, ou c'est seulement des conseils que tu donnes pour essayer de garder le client sur un potentiel rachat, un deuxième, un troisième, etc. C'est sûr. Ben, en fait, moi, ce que je peux offrir, c'est vraiment toute mon expérience en tant que courtier immobilier et investisseur. J'ai aussi mes partenaires d'affaires sur mes immeubles. Un d'entre eux, il est en construction, donc c'est un entrepreneur général. Et mon deuxième, c'est un gestionnaire d'immeubles. Donc, c'est sûr qu'on fait une équipe complète un peu. Donc, j'en ai un que c'est vraiment service clé en main. Donc, tu donnes ton immeuble en gestion. Ça veut dire que cette personne-là va s'occuper si jamais tu as des problèmes. Bah, c'est une équipe parfaite que vous avez montée, parce que C'est ça. un investisseur courtier, une personne qui s'occupe de la gestion
Et un entrepreneur, il vous manque plus que le banquier, en gros. Ouais, c'est ça exactement. Puis tu sais, comme c'est sûr que moi, de mon côté à moi, en tant que courtier, j'ai déjà tous mes professionnels aussi alignés. Donc, je fais affaire avec extrêmement beaucoup de prêteurs. En fait, les courtiers hypothécaires ou spécialistes hypothécaires m'approchent beaucoup et je garde des bonnes relations avec eux pour justement que mes clients puissent en bénéficier. Tout ce qui est notaire, tout ce qui est inspection, tout ce qui est arpenteur, géomètre, on est vraiment comme on fait affaire avec tout ce beau monde-là, là, autant pour nous que pour nos clients. Puis, fait que c'est une équipe vraiment, vraiment complète. Puis c'est venu aussi naturellement, je tiens à le spécifier. Donc, on a commencé en tant qu'investisseur les trois. Puis naturellement, on a pris des directions pour se compléter. Parce qu'on ne voulait pas non plus les trois devenir entrepreneur général ou les trois devenir courtier immobilier. Ça servait un peu à rien. Fait qu'on s'est dit, naturellement, tu sais que ça arrivé. Moi, je suis devenu courtier immobilier. Mon autre partenaire, il est gestionnaire d'immeubles, comme j'ai dit, et il fait son cours pour devenir courtier hypothécaire en plus. Okay. Donc, c'est vraiment, on veut prendre le client dans un one-stop shop. Ça veut dire, tu rentres, quand tu passes à travers nos portes, on t'accompagne, on te prend par la main du début jusqu'à la fin, et même après. Et c'est vraiment ça notre vision des choses. Vous vous êtes rencontrés jeunes, vous êtes des amis d'enfance? Des amis d'enfance, c'est ça. Comme on s'est rencontrés, je vous dirais, comme entre 15 à 20, comme quand on avait entre 15 et 20 ans, on s'est rencontrés les trois. Là, on est rendu proche de la trentaine, puis on a commencé en tant qu'amis. Puis c'est drôle parce que l'idée initiale, ça a commencé avec, tu sais, on n'avait pas de place qui nous appartenait où est-ce qu'on pouvait passer du temps ensemble. Puis on finissait toujours par passer du temps, je sais pas moi, devant des magasins ou n'importe où, mais vraiment comme c'était une perte de temps. Fait qu'on s'est dit, pourquoi pas acheter un immeuble où est-ce qu'on pourrait aller tout passer du temps ensemble dessus. Puis c'est ce qu'on a fait en passant. Ça a commencé comme ça. Ça a commencé avec une petite mise de fond qu'on voulait une place pour aller s'amuser, puis avoir un toit sur la tête pour nous. Puis de fil en aiguille, ça s'est rendu à un parc immobilier de une dizaine de portes, une quinzaine, vingtaine de portes, puis c'est ça. Fait que c'est le fun. C'est vraiment un super beau concept. Ouais. Ça vient c'est bête de le dire, mais ça vient souvent aussi d'idées comme ça un peu bêtes entre amis, de se dire pourquoi on n'achèterait pas un triplex, on habiterait ensemble. C'est ça. Et ensuite les idées viennent petit à petit. 100%, même 100%. Puis maintenant, le monde qui pourrait nous écouter aujourd'hui en 2024, ils vont entendre ça puis ils vont se dire « Ok, mais le gars, il parle de 2018, c'était différent avant, c'est beaucoup plus facile avant. Maintenant, c'est pas la même chose, je pourrais pas faire ça. » Mais la réalité, c'est que s'ils utilisent la même formule que moi j'ai appliquée, donc à être 3-4 pour acheter un immeuble, c'est sûr qu'ils vont pouvoir le faire. Parce que si tu regroupes tous les salaires ensemble et tous les pouvoirs d'achat ensemble, la banque va vous accepter pour le prêt. Mais il faut juste être capable de s'entendre entre partenaires pour avoir toutes les mêmes visions alignées. Puis si tout le monde est sur la même page, si tout le monde va faire son effort puis va faire ce qu'il dit qu'il va faire, ben il y a juste des bonnes choses qui peuvent découler de ça, tu sais. Je pense que tu as répondu à la question que j'allais te poser, mais en gros, c'est quoi ton conseil que tu donnerais à des amis qui veulent investir sur leur première propriété? De vraiment s'asseoir puis voir les forces et les faiblesses de chacun, ok? Parce que des fois, on n'a pas le choix, comme ils doivent absolument être 2 ou 3 pour pouvoir investir, ou 4 même. Donc, de mettre sur papier qui est bon à faire quoi. Donc, si une personne est bon avec la communication, ben c'est elle qui va s'occuper de communiquer avec tous les professionnels ou les locataires ou peu importe. Si une personne elle est bonne manuellement, physiquement, ben c'est elle qui va s'occuper d'entreprendre les rénovations, la peinture, ces affaires-là. Puis c'est ça. Donc, chacun peut amener son plus sur la table. Puis tout le monde ensemble, ça fait vraiment, vraiment comme une belle équipe. Puis c'est comme ça que moi, c'est ça mon conseil pour le monde, c'est de se mettre en équipe avec du monde qui nous complète, puis vraiment s'assurer que chacun est sur la même page par rapport à qu'est-ce qu'ils veulent faire et comment on va le faire. Super, très beau conseil. On va finir sur la question que je pose toujours à la fin. C'est une question de définition de l'immobilier, mais personnelle. Donc, selon toi, d'après toutes tes expériences à toi, quelle est la définition de l'immobilier pour toi? Tu m'en poses une bonne, puis je veux pas dire n'importe quoi, là, mais
L'immobilier, pour de vrai, c'est la liberté, premièrement. L'immobilier, c'est difficile, c'est pas facile. Ça va prendre beaucoup de ton temps. Ça va être stressant au début. Exemple, si tu as un dégât d'eau, tu sais pas comment réagir. Tu as de l'eau qui rentre dans un de tes appartements. Qu'est-ce que tu fais? Le locataire t'appelle en train de paniquer. J'ai de l'eau qui rentre dans ma toiture. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais, Puis là, tu es en hiver en plus. Tu peux rien faire, tu sais. So, tu dois être capable de contrôler tes émotions, de être calme. C'est ça. Fait que j'ai pas mal dit quelques concepts, mais en gros, pour faire un résumé de qu'est-ce qu'est l'immobilier pour moi, c'est vraiment la liberté financière. C'est vraiment le meilleur véhicule d'investissement qui existe. C'est quelque chose qui te permet, toi, de te focus sur ce que tu aimes faire dans la vie pendant que tes investissements travaillent pour toi. Puis ça va pas venir dès ton premier investissement, ça va pas venir dès le jour 1, mais définitivement, je vous garantis qu'après un certain nombre d'années en immobilier, si vous gardez vos immeubles, si vous vous assurez de faire le bon entretien, avoir des bons loyers, puis avoir tout sous contrôle, dans l'espace de 10 à 15 ans, je le dis souvent dans mes vidéos en plus, en 10 à 15 ans, tu peux devenir libre financièrement avec l'immobilier. Puis je pense que c'est le seul véhicule d'investissement où est-ce que tu peux te garantir de devenir libre financièrement en ce petit laps de temps-là, sans prendre des risques trop élevés non plus. Parfait, merci beaucoup Joseph pour cette super définition. Yes. On va en finir là. Yes. Je voulais te remercier chaleureusement. On a pris le temps de discuter marché, tes expériences, aider toutes les jeunes personnes dans la vingtaine. C'est pour ça aussi que tu es là. C'est avec ton expérience et ton bagage pour une personne qui est en dessous de la trentaine. C'était vraiment important pour moi. Je voulais remercier toutes les personnes qui vont voir le podcast. Si vous avez des personnes qui seraient intéressées à être sur le podcast, vous pouvez m'appeler, vous pouvez m'envoyer un message. Je serais vraiment très intéressé d'apprendre sur toute personne qui travaille en immobilier. Je tiens à te remercier en passant, Adam, pour l'invitation. Très, très chaleureux en passant l'invitation. Puis j'ai vraiment eu du plaisir à te parler avant le podcast et même durant. Puis je suis sûr que tu vas trouver d'autres mondes qui vont venir. Puis vraiment beau setup en passant aussi. Le monde ne peut pas le voir, là, mais moi je le vois devant moi. C'est hyper top. Donc merci encore une fois. Puis c'était vraiment un plaisir. Super. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à vous abonner et à nous lâcher des petits commentaires. Je vous dis à la semaine prochaine et merci. Au revoir. Yes.